En titre de ce journal, l'appui à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes vient de retenir 9 propositions de projets pour le compte de l'année 2017. La signature a été effective ce matin. La CNAMGS engagée dans la lutte contre le diabète, une initiative qui commémore également les 10 ans d'existence de cette caisse d'assurance maladie. Bonsoir à tous et bienvenue à ce principal regard de l'actualité sur la télévision Shekina. Plus que quelques heures avant la levée du drapeau prévu chaque 9 août sur l'étendue du territoire gabonais, c'est dans cette optique que l'Observateur pour le développement de Lambaréné a procédé à la remise des drapeaux aux différentes administrations et chefferies dans la province du Moyen-Ogooué. Reportage. La rencontre du gouvernorat a vu la présence du secrétaire général de province Nicole Nouando, du 4e adjoint au maire Pascal Leinda, des chefs de quartier et du présidium de l'ODL. Comme un grand classique, l'Observatoire pour le développement de Lambaréné a bien voulu honorer ce rendez-vous en offrant à l'administration et aux chefs de quartier une centaine de drapeaux du pays en prélude à la journée dédiée à notre drapeau prévu ce 9 août. L'émissaire de l'autorité provinciale a dit toute sa gratitude de recevoir ce don qui traduit en clair notre identité nationale. En président, en l'absence de monsieur le gouverneur de la province du Moyen-Ogooué empêché, la présente cérémonie de remise des drapeaux aux chefs de quartier et autres acteurs de la vie publique de notre cité, il me plaît. Je voudrais vous convier à faire bon usage de ces drapeaux. Pour sa part, Nike Sikou Tingenja a réitéré à l'endroit de l'assistance que ce acte n'est autre qu'un engagement citoyen de l'ODL, non sans revenir sur la définition des couleurs du drapeau. Je voudrais me permettre de vous rappeler que l'une de nos ambitions à l'ODL, c'est de bâtir un Lambaréné de citoyens. Le citoyen est une personne qui relève de l'autorité et de la protection de l'État, Madame le secrétaire général. Il jouit donc de droits civiques et politiques. Il a des devoirs envers l'État. Chaque citoyen exerce à sa façon la citoyenneté telle qu'elle est établie par les lois et intégrée dans l'ensemble des mœurs de la société à laquelle il appartient. Dans sa lancée, il a souligné que l'une des ambitions de l'ODL, c'est de redonner aux Migovéens et aux Gabonais en général le goût de la citoyenneté. À la fin de son propos, il a fustigé en substance le comportement de certains hommes politiques de la place, considérés comme les sorciers de la République et des perfides trompeurs qui ont tenté de s'opposer à la tenue de cette cérémonie à valeur républicaine et que les auxiliaires de commandement ont apprécié. Ces derniers promettent d'accrocher ce cadeau hors norme au-dessus des différents mâts de chefferie. Le drapeau gabonais depuis 1960, où les Gabonais avaient fêté le 17 août, tout le monde était content de voir le drapeau flotter. Aujourd'hui, notre fils nous a offert le drapeau pour le 17 août l'an 2017. Tous les chefs sont contents. L'ODL entend prendre une part active, comme d'habitude, à cette occasion. Je vous l'annonçais à l'instant, 9 propositions de projets ont été retenues pour cette année dans le cadre de l'appui à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, financés par l'Union européenne. La signature du partenariat a eu lieu ce matin en présence du ministre du Travail et de l'Emploi. Euphrem Biyogo Edzo et Fleury Asiondo pour le reportage. 571 millions de francs CFA est le montant de l'enveloppe disponible à l'intention des opérateurs de formation professionnelle, publics et privés, cela grâce à l'appui de l'Union européenne. Cette mise à disposition des 10 fonds répond après un premier appel à proposition qui a permis d'en retenir 9 propositions de projets d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle. Pour preuve, les contrats de subvention viennent d'être signés avec l'ensemble des parties concernées, regroupant d'une part les heureux bénéficiaires et quelques membres de l'équipe gouvernementale. Une attention toute particulière sera consacrée aux jeunes de 16 à 25 ans, pour les femmes et les personnes vivant avec un handicap ou en difficulté, car déscolarisés et justifiant d'une situation précaire, qui bénéficieront des formations et de l'insertion dans le monde professionnel. Occasion pour le responsable de ces départements ministériels de rendre public les opérateurs de formation retenus. L'ONG ACTE
ONG SIFOS, lycée technique Bernard Obian de Yem, lycée technique Nyonda Makita de Mouila, lycée technique de Libreville, ONG Junior HMM Gabon et Port-Gentil, centre des métiers de la pêche et de l'aquaculture. Quant au suivi et au contenu des programmes, celui-ci sera assuré par les assistants techniques locaux. Le temps nécessaire de formation ne pose pas de problème parce que je suis un inspecteur pédagogique. Nous sommes chargés d'examiner les contenus de formation, donc les programmes ou les référentiels de formation. Et par rapport aux métiers qui ont été identifiés, nous avons donc, dans la phase préparatoire qui doit durer 1 à 2 mois par rapport à chacun des projets, recalibrer les programmes de formation qui ont déjà été élaborés de commun accord entre l'école et les entreprises. Donc en termes de durée de formation, nous n'avons pas d'inquiétude à ce moment-là, à ce sujet-là. Vous avez posé également une question sur le suivi. Au niveau du projet AFIP, il est prévu qu'il y ait un suivi tout au long de la formation. Parce qu'il y a des assistants techniques locaux qui vont faire ce suivi pédagogique. Et donc là aussi, nous n'avons pas d'inquiétude. Déjà, la formation se fait en partenariat entre l'entreprise et l'école, comme le disaient les autorités tout à l'heure. Et donc, vu que la formation que nous avons ouverte est une formation qui a été basée par la demande de l'entreprise, et l'entreprise s'est engagée de participer à la formation et de recruter ces jeunes après la formation. 1002 jeunes sont concernés par le dit programme, lequel devrait durer au maximum 12 mois. C'était également l'occasion pour l'un des acteurs et régisseurs du projet de revenir sur la qualité des enseignements qui seront dispensés aux stagiaires. Nous l'écoutons au micro de Frem Biogo Edzo. Il faut dire qu'un appel à proposition a été lancé. Et dans cet appel à proposition, il y avait un certain nombre d'orientations qui voulaient que les entreprises, les établissements de formation, en partenariat avec les entreprises de leur bassin, s'entendent pour mettre en place un projet de formation commun. Et à la suite de cette entente, les entreprises et les établissements de formation ont élaboré un projet de formation. Et ce sont ces projets de formation qui ont été soumis au comité de sélection. Et ce comité de sélection ou d'évaluation a examiné les différentes propositions. Et cet examen a porté sur un certain nombre de critères. Évidemment, parmi les critères, il fallait regarder si les offres qui ont été élaborées respectaient l'objectif du projet, à savoir former les jeunes en situation de précarité, en décrochage scolaire et de 16 à 25 ans. Et dans un deuxième temps, il fallait également vérifier si les métiers qui étaient choisis par les différents opérateurs de formation étaient en lien avec les différents métiers qui ont été identifiés par l'enquête pré-emploi qui a été réalisée par le projet AFIP. Parce qu'il faut-il le dire, cette enquête pré-emploi avait identifié dans chaque bassin les métiers prioritaires qui étaient alors dans lesquels il y avait des besoins d'emploi. Et donc, les critères d'évaluation qui étaient examinés au niveau de l'évaluation prenaient en compte tout cela. Un mot d'éducation à présent dans ce journal. Il s'agit du nouveau rapport du Conseil de discipline des enseignants analysé ici par Fabiola Mengue. C'est dans le cadre du Conseil de discipline que les membres de la CONACI 7 se sont réunis dans les locaux du gouvernorat de l'Estuaire. Fort est de constater l'absence de ces derniers en charge de présider la dite réunion. Nous sommes un peu dessus. Nous sommes un peu dessus du fait que le comportement de ceux qui sont censés présider le Conseil de discipline n'arrive pas à remplir les tâches qui sont les leurs. Parce que ici, nous avons le décret 375 sur les conseils de discipline. Depuis le 1er août que ces réunions du conseil de discipline devaient normalement se dérouler, ça a été renvoyé au 2. Après le 2, c'était maintenant le 7 août ce matin. Malheureusement, nous n'avons vu aucune autorité ce matin, ni le secrétaire général, ni le gouverneur
de province, personne ne nous a donné une information officielle. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a un manquement au respect du décret 375. Nous avons ici l'article 9, en ce qui concerne le fonctionnement. Que dit cet article? Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président dans les 45 jours, au plus, suivant la date d'enregistrement de la décision de saisine. Laquelle décision que nous n'avons jamais eue, parce que cette décision doit être enregistrée au journal officiel au terme de l'article 136 de la loi 8/91. Il ne peut valablement délibérer si les 3/4 des membres sont présents. Et il y a un alinéa très important ici. Tout report de la réunion doit être notifié à l'agent mis en cause. Or, ça fait 3 fois que nous nous retrouvons ici. Nous n'avons pas de notification ni de la part du gouverneur de province, ni de la part du secrétaire général de province. Donc, logiquement, nous devons être notifiés du report de toutes les réunions. Or, au moment où nous nous trouvons, nous sommes un peu dans l'impasse. Nous ne savons pas exactement là où nous en sommes, là où en sont ceux qui sont censés diriger donc, ces conseils de discipline. C'est vraiment la déception totale. Une situation dénoncée par M. Patrick Mombo envers les autorités pour la non-considération des remarques faites dans les différents courriers adressés aux différents membres du gouvernement, ainsi que la violation de leurs droits. Nous soulevons déjà le fait que nous nous retrouvons ici au niveau du gouvernorat, ce n'est pas du tout normal parce que les conseils de discipline devaient se tenir normalement au niveau du ministère de l'Éducation nationale parce que le même décret 375 est clair. L'article 4, la composition de chaque conseil de discipline est fixée par décision de l'autorité dont relève le conseil de discipline concerné. Par décision de l'autorité dont relève le conseil de discipline concerné. Or, nous sommes ici au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc la décision devait émaner normalement du ministre de l'Éducation nationale. Et tout conseil de discipline comprend un président désigné parmi les responsables de la gestion du personnel du département concerné. Or, le département concerné ici, c'est l'Éducation nationale. Donc, c'est logiquement celui qui va présider les conseils de discipline en ce qui concerne les enseignants que nous sommes. C'est quelqu'un qui travaille au ministère de l'Éducation nationale et qui est en charge de la gestion du personnel. Or, le gouverneur de province ne gère pas. Si ces conseils de discipline vont se tenir ou pas, et dans le cas contraire, il faudrait que nous soyons notifiés par rapport donc aux dates qui doivent être retenues. La réponse du secrétaire général, c'est que il dit nous avoir dit la dernière fois qu'il fallait attendre les notifications. Or, quand ils sont venus faire la communication en compagnie du directeur d'académie provinciale, il était question qu'on se retrouve ce lundi matin et que 14 personnes, donc les 7 premiers qui devaient passer le 1er août en matinée, et plutôt en soirée, et les 7 autres qui devaient passer le mardi en soirée, donc ils devaient rattraper ce retard-là aujourd'hui. Donc 14 personnes devaient passer. Et on devait également, en même temps, maintenir ce qui était prévu passer en soirée au courant de cette semaine. Mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, qu'ils nous disent que non, ils nous avaient demandé d'attendre les notifications. Bon, qu'on nous continue à rester chez nous jusqu'à ce que les notifications vont arriver. C'est pourquoi nous voulons que le secrétaire général des provinces puisse sortir une note écrite parce que l'administration est écrite et non verbale. Une interpellation est lancée envers le gouverneur de la province de Libreville afin de lever le voile sur le déroulement de cette dite réunion qui jusque-là n'a toujours pas vu le jour. Parlons santé à présent à travers cette caravane de dépistage du diabète et de l'hypertension initiée par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale qui célèbre également ses 10 ans d'existence autour du thème « Tous ensemble contre le diabète ». Était présent pour le compte de notre rédaction Fabiola Mingué et Jean-Luc Bourobou. Le diabète et l'hypertension, qui font partie des pathologies avec les taux les plus élevés dans notre pays, ont nécessité pour la commémoration de l'anniversaire de la CNAMGS une attention particulière cette année. Dans le cadre de ces 10 ans, la direction générale a souhaité que ce ne soit pas festif. Parce que quand on entend anniversaire, on a l'impression de faire la fête. On ne fait pas la fête. Et c'est l'occasion pour la CNAMGS de faire le bilan de 10 années passées déjà au Gabon, dans le cadre donc, de la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire. Alors, le contexte dans lequel nous organisons cette caravane de dépistage, évidemment dans la célébration de ces 10 ans, nous avons d'abord commencé par une convention de l'assurance maladie au Gabon. C'était un événement
interne qui rassemblait le personnel de la CNAMGS a vu déterminer les axes stratégiques de l'assurance maladie au Gabon, mais aussi de partager les valeurs de solidarité qui animent en fait l'institution dans laquelle nous travaillons aujourd'hui. Et dans le prolongement de cette convention de l'assurance maladie, la direction générale a initié une action sociale qui vise justement à aller au contact des populations afin de mettre en place toute une équipe ici pour dépister les uns les autres sur l'hypertension artérielle et le diabète. Pour le corps médical, l'engouement des populations se fait ressentir. Depuis 7 heures, on n'arrête pas. Tout le monde est présent, c'est-à-dire que les chaises ne désemplissent pas. Quand les chaises se vident, il y a d'autres personnes qui arrivent. Ils sont conciliants, ils acceptent de le faire. Le problème, c'est qu'il y a certains qui ont déjà mangé. Donc pour ceux qui ont déjà mangé, on leur dit de repasser dans les différents sites en fonction de leur lieu d'habitation. Puisque la caravane se déroule pendant 10 jours, donc c'est dans les différents arrondissements. On a commencé hier dans le siège de la CNAMGS, aujourd'hui c'est à Nkengo, et demain ce sera à Wendy. Donc pour ceux qui habitent dans la zone, on leur demande de se rapprocher de ces cadeaux d'à Wendy. Et parce qu'il y a aussi dans les autres arrondissements pour les jours suivants. Une telle initiative est louable car les populations dépourvues de moyens face à la crise et qui n'ont pas la chance de faire ce dépistage dans les structures sanitaires de la place peuvent le faire proche de chez eux grâce à cette caravane. Et le chef de service communication et relations publiques de la CNAMGS n'a pas manqué de rappeler qu'au sortir de cette caravane, d'autres initiatives du genre seront effectuées sur l'étendue du territoire. Nous l'écoutons au micro de Fabiola Mengue. Cette caravane-là, il y aura des actions orientées vers les partenaires sociaux dans le cadre de la sensibilisation sur justement l'assurance maladie, mais aussi auprès de nos prestataires de santé conventionnés. Sans oublier le fait qu'on mettra également un mécanisme, plutôt un événement de journée porte ouverte pour que les populations viennent s'informer au mieux sur le fonctionnement de la CNAMGS. Parce que beaucoup de gens racontent des choses quand ils écoutent dans la rue. Notre objectif, c'est de dire non, pour avoir la bonne information, venez directement découvrir ce que nous faisons à travers nos sites, mais venez également découvrir ce que nous faisons à travers notre site web, notre page Facebook, pour que les gens soient mieux éduqués sur l'assurance maladie. Et nous terminerons donc la célébration de ces 10 ans avec un symposium international sur l'assurance maladie avec l'expérience du Gabon. Sur un tout autre plan, à présent, la fête du 17 août pourrait être perturbée au niveau des transports terrestres à Libreville. L'un des syndicats, notamment le CILTEG, a décidé de déposer un préavis de grève avant de menacer d'entrer en grève mardi prochain. À l'origine de cette colère, il y a l'épineux problème lié à la formation initiée par la direction des transports à l'endroit des transporteurs. Écoutons Jean-Robert Meunier au micro d'Arnaud Mba-Bokoum. Après avoir fait plusieurs assemblées générales où nous avons démontré à la Direction générale des transports terrestres et au ministère des Transports que la procédure qu'ils ont engagée et initiée pour cette pseudo-formation professionnelle est incohérente, d'abord au niveau des textes, au niveau du décret 095, au niveau du décret 126, la formation n'étant pas une compétence exclusive du ministère des Transports, la convention qu'ils ont signée avec ICS étant elle-même illégale, nous avons pu démontrer qu'en réalité, il s'agit d'un groupuscule de gens autour de la directrice générale des transports terrestres et de son adjoint qui veulent faire une vaste opération de captation des ressources des transporteurs privés. Et donc, sur la base de ce que je viens de dire, nous demandons instamment à Madame le ministre de prononcer l'annulation officielle de la procédure de cette pseudo-formation. Parce qu'il nous revient que la directrice générale des transports terrestres, avec son adjoint, par leur service, sont en train de prendre de l'argent de manière isolée chez des opérateurs à des endroits que nous ne maîtrisons pas. Et donc, sur cette base-là, nous demandons instamment à Madame le ministre des Transports
de prononcer l'annulation officielle de cette procédure de formation. Et nous voulons immédiatement la révocation de la directrice générale des transports terrestres, qui d'ailleurs est retraitée depuis février et qui continue à poser des actes illégaux avec son adjoint. Et sous réserve de l'application des revendications que je viens de poser, nous déposons dès aujourd'hui un préavis de grève de 72 heures. Si d'ici lundi prochain, nous avons l'impression que rien n'est fait, eh bien nous allons démarrer une grève générale à partir de mardi prochain. J'ajoute que cette grève regroupera les transporteurs urbains, les transporteurs suburbains, les TM, les canters, les camions et aussi les transporteurs des hydrocarbures qui se sont maintenant joints au mouvement. Et donc, nous demandons à Madame le ministre de prendre une décision officielle. Et nous déposons dès aujourd'hui un préavis de grève générale à partir de mardi prochain si cette annulation officielle n'est pas prononcée. Nous allons paralyser Libreville en termes de transporteurs urbains, suburbains, TM, canters, camions et transporteurs d'hydrocarbures. Nous restons dans le secteur des transports, mais cette fois-ci à Port-Gentil. Depuis près de 2 ans déjà, les syndicats de cette commune, notamment le syndicat des transports terrestres et connexes du Gabon et SATOM, militent pour la défense des droits, mais aussi l'amélioration des conditions des travailleurs de ce secteur qui ne cessent de subir des défaillances sur l'étendue du territoire gabonais. Retrouvons nos confrères de Média Plus dans ce reportage. Le secteur du transport en commun connaît d'énormes difficultés à travers l'ensemble du territoire national et la capitale provinciale de l'Ogooué-Maritime n'est pas épargnée. Pour preuve, la localité abrite depuis bientôt 2 ans 2 syndicats, le SATOM et le STTCG, militant pour la même cause, la défense des droits ainsi que la sensibilisation des personnels du dit secteur. A priori, le cas des taximens. Nous défendons une cause commune, c'est le transport. Vous savez, nous étions seuls sur le terrain. C'est bien. Le syndicat, l'essentiel, on finit par aller se trouver à une intersection. Donc, ce qui veut dire que c'est une complémentarité. Un deuxième syndicat au niveau de Port-Gentil démontre la carence au niveau de la défense des intérêts. Non. C'est tout simplement parce qu'il faut rassembler des forces pour que nous puissions mettre en place des plateformes mutuelles qui puissent permettre à ce que le transporteur puisse tirer son épingle du jeu dans son activité. Contrairement à ce que certains pourraient sans dire, les champs d'action des 2 syndicats sont communs et les relations étroitement liées. Mais au-delà de tout cela, les problèmes issus des vieilles habitudes des uns et des autres continuent d'entretenir le dit secteur et ses adhérents. Les cas isolés, on apprend que le procureur a arrêté, a fait ceci. C'est des fautes personnelles d'abord. Et non seulement les fautes personnelles, c'est-à-dire il y a certains qui ne veulent pas peut-être s'aligner derrière leur syndicat. Quelqu'un qui va endeuiller une famille pour une mauvaise conduite, un mauvais comportement dans la circulation. Non, ça non. Nous-mêmes, nous ne cautionnons pas ça. Dans ce secteur d'activité qu'on appelle taximan, ils décrivent au jour les mauvaises pratiques qu'ils vivent au quotidien. Ces mauvaises pratiques sont à dénoncer parce que eux-mêmes, les taximans, ils doivent d'abord savoir qu'avant de jeter la pierre sur l'autre, il faut d'abord savoir si moi-même je suis d'abord un modèle. Le SATOM et le STTCG demeurent encore limités dans leur champ d'action au vu de ce qui est fait sur le terrain jusqu'à ce jour, sachant que la province de l'Ogooué-Maritime mise autant dans le transport terrestre que maritime et aérien, dans un secteur comme le transport en commun et urbain qui tend à soutenir la croissance économique du pays. Les attentes des populations gabonaises sont nombreuses, si bien que peu de transporteurs ignorent encore leurs droits et devoirs. Et le non-respect des textes au sein du ministère des Transports par ceux-là même qui ont en charge ce département occasionne aujourd'hui du grabuge. La société civile gabonaise s'interroge toujours sur les réelles motivations de ces derniers. Écoutons.
Le contexte social reste fortement marqué par des grèves à répétition. Récemment encore, ce sont les agents des régies financières qui étaient au pied de grue devant les locaux du ministère de l'économie. Des grèves qui traduisent l'inefficacité, j'y arrive, des politiques adéquates. C'est du moins ce qui ressort de cette analyse que nous propose Arnaud Mbabokoum. Malgré nos nombreuses suggestions en vue d'une sortie d'un contexte social marqué par des grèves tous azimuts, rien n'est fait. Les faits étant parfois têtus, ils se traduisent sur le terrain par des grèves à répétition. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Hier encore, on parlait de l'éducation nationale et les licenciements dans le secteur pétrole, rendant ainsi la ville économique du Gabon Port-Gentil invivable parce que désormais plongée dans un marasme économique très profond. D'autres secteurs d'activité jadis privilégiés semblent ne plus l'être. Le cas des impôts, de la douane, bref, des régies financières et administrations assimilées. Depuis plus de 72 heures déjà, que ces agents de l'État expriment leur colère devant le symbole de la finance au Gabon. En effet, jour après jour, ils s'amassent aux pieds pour les uns et le long de la barrière pour les autres de l'immeuble Bercy. Le paiement des indemnités de fonction constitue l'unique justification de cette colère. Sans toutefois y parvenir, l'interlocuteur administratif étant muet. La recrudescence de ces grèves nous amène donc à nous interroger sur le bien fondé du dialogue national inclusif et sans tabou, notamment sa première phase dite citoyenne, au cours de laquelle les panels, au total 5, traitaient des spécificités des différents secteurs d'activité. Hélas, il faut bien le regretter, 2 mois et demi, soit 3 mois après la tenue du dit dialogue, la situation se présente toujours aujourd'hui comme un serpent qui se mord la queue. L'inefficacité des thématiques abordées à cette occasion s'est très vite signalée. Pour les uns, le contexte de grève actuel n'est que la continuité ou alors ne serait que la conséquence des choix mal opérés s'agissant des participants de ce dialogue. L'intérêt supérieur de la nation semble avoir été mis de côté au profit de l'intérêt inavoué, dont il faut à présent envisager une trêve sociale. En politique, les militants de l'Alliance démocratique et républicaine de Port-Gentil et leur président se sont réunis une énième fois pour débattre autour des nouveaux éléments dans la bataille juridique pour la paternité de ce parti. Un reportage de nos confrères de Média Plus. Le face-à-face entre les militants de l'Alliance démocratique et républicaine de Port-Gentil et leur président intervient dans un contexte marqué par de nouveaux éléments dans la bataille juridique pour la paternité de ce parti politique. Devant la confusion que cela suscite, il était nécessaire pour la base de s'adresser de façon directe à ses responsables. Dans son propos de circonstance, le président provincial fera cette adresse. Nous nous réjouissons ici de votre présence. C'est l'occasion pour nous d'être mieux éclairés par rapport au tricéphalisme qui prévaut dans notre parti, car cette situation crée la confusion dans l'esprit de beaucoup de patriotes. Excellence, Monsieur le Président, rassurez-vous, les élus et les militants et militantes de la province de Logoué-Maritime vous réitèrent leur soutien indéfectible, nonobstant l'existence des vendeurs d'illusions dans la commune de Port-Gentil. Nous savons que la tâche qui nous attend est dure, rude et exaltante à la fois, d'où notre présence quotidienne sur le terrain dans le but de maintenir allumée la flamme que vous avez insufflée le 6 décembre 2014 à Port-Gentil dans la salle Acropolis Chel 14. En réponse, le président Florentin Moussavou donnera ces quelques précisions aux militants. J'entends souvent au travers de la presse plusieurs personnes évoquer le bicéphalisme. Et depuis quelques jours, on parle du tricéphalisme en raison de l'incursion sur la scène publique au nom de l'ADER d'un certain Victor Missanda. Victor Missanda, je vous l'ai dit tout à l'heure, est celui qui, les 20 et 21 décembre 2014, a organisé un congrès avec M. Divongui, au travers duquel ils annonçaient rallier l'opposition gabonaise. Réaffirmant par ailleurs le positionnement de l'ADER et les prochains combats. Mais vous savez, j'ai autour de moi, sur ma droite, le premier vice-président du parti, M. Bonaventure Kassa Ibinga, qui est un élu du parti à Port-Gentil.
qui est maire du 4e arrondissement à Port-Gentil. Il y a dans la salle d'autres élus du parti dans le Goué maritime. Notre parti a mené des batailles ici, des batailles politiques, des batailles qui ont été couronnées de succès. Nous allons poursuivre dans cet élan. Nous ferons en sorte que notre parti soit de mieux en mieux représenté sur la place de Port-Gentil et sur la scène politique de Goué maritime. Nous ferons la même chose sur l'ensemble du territoire, partout où notre parti a la capacité de se positionner, de mobiliser des militants et des électeurs, nous mènerons ce combat. Et nous voudrions mener ce combat au nom de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence, de manière à permettre que le président de la République dispose d'un potentiel d'élus qui lui permettent de gouverner le pays jusqu'à la fin de son mandat. Un message clair et net à l'endroit des militants de Goué maritime appelés à rester mobilisés. Ouvrons à présent le volet sport de cette édition d'information. La direction provinciale des sports vient d'annuler l'élection du président de la Ligue de football de l'Estuaire après vérification des irrégularités enregistrées au cours de cette assemblée générale élective qui s'est déroulée à Coco Beach. Retrouvons à cet effet un de nos journalistes sportifs maison, Mosconi Ngunba, qu'accompagnait Yasser Nicolas Ndon. Après l'élection du seul candidat en liste à la présidence de la Ligue de football de l'Estuaire, qui n'est autre qu'Amel Mombo, élu à 100% par ses colistiers, une élection entachée de plusieurs irrégularités qui ont été déposées sur la table de la direction provinciale de sport afin de passer au peigne fin les contours de cette élection. Il en ressort que cette élection serait tout simplement annulée par la directrice provinciale de la jeunesse et des sports de l'Estuaire. L'élection de la Ligue de l'Estuaire a été tout simplement annulée. Et vous constatez qu'avec le document que j'ai ici, ça a été signé par le directeur provincial de la jeunesse et des sports de l'Estuaire. Donc cette élection a été annulée. Donc je voulais rassurer les uns et les autres. Que désormais la Ligue n'a plus de président. Donc la Ligue en ce moment, n'est-ce pas, n'a plus de président, n'a plus le bureau sortant, n'a plus rien. Donc nous attendons les décisions qui vont venir, n'est-ce pas, de là-haut. Et à partir de ce moment, ils vont nous dire quand est-ce il y aura des élections. Donc tout ça, c'est tout simplement pour montrer aux uns et aux autres que l'élection était bel et bien annulée par Madame la directrice. Mendy Kabangoy salue l'initiative louable de la direction provinciale des sports de faire appliquer les textes afin que l'organisation des élections du futur président de la Ligue se fasse dans l'application et le respect des statuts. Il faut respecter les statuts. Quand on respecte les statuts, on respecte le règlement intérieur. À partir de ce moment, nous pouvons appliquer les élections. Et étant donné que j'ai tellement insisté sur, n'est-ce pas, les statuts et les règlements qui ont été bafoués par le bureau sortant, et à partir de ce moment-là, coup de chapeau à la direction provinciale qui a retenu, n'est-ce pas, nos recours. Une fois élu au poste de président de la Ligue, Mendy Kabangoy mettra sur la table les frais de participation aux compétitions de chaque catégorie qui sont revus à la baisse pour permettre aux clubs de diminuer leurs charges et améliorer les conditions de travail auxquelles ils font face. Autre assemblée générale élective, celle de la Ligue de Taekwondo. Après une longue attente, l'assemblée générale élective de la dite Ligue a finalement eu lieu le week-end écoulé dans l'une des salles de l'université Omar Bongo. Retrouvons à cet effet un autre de nos journalistes sportifs maison, Yasser Nicolas Ndon. Élire un nouveau président à la tête de la Ligue de Taekwondo de l'Estuaire était l'objectif de l'ensemble des clubs et associations de la discipline réunis ici dans les locaux de l'université Omar Bongo. Remettre en fonctionnement les activités au sein de l'ensemble des clubs que compte la province. 2 candidats en liste, Gemandon Danirik et Mbumba Deni. Avec 48 clubs affiliés à la Ligue de l'Estuaire, seuls 26 ont répondu présents à cette assemblée générale afin de porter leur soutien aux différents candidats, notamment au futur président, après avoir décliné leur programme de société. Place au vote. Ce moment était donc crucial pour les 2 candidats en liste au poste de président de la Ligue,
Au sortir de cette délibération, Bumba Deni sortira vainqueur de cette élection avec 22 voix contre 10 voix pour Nguema Dani. Satisfait du soutien de ses électeurs, le président a tenu à leur adresser un message. Comme on dit, la troisième fois est toujours la bonne. J'ai essayé une fois, j'ai essayé 2 fois. J'ai hésité, j'ai dit non, je pars. Et je suis parti et ça paye. Aujourd'hui, c'est le taekwondo qui a gagné. Aujourd'hui, vous avez fait le choix et je suis sûr, étant président de la Ligue du taekwondo de l'Est, vous n'allez pas vous décevoir. Ce que j'ai promis va se réaliser. Faites-moi confiance. Ensemble, nous allons travailler pour le développement de cet art martial. Le taekwondo a fait de moi ce que je suis et pourquoi pas pour mes cadets. Donc je viens pour servir le taekwondo et non pour me servir. Faites-moi confiance. Dès octobre, nous allons démarrer la saison et vous allez voir comment tout va bien se dérouler au sein de l'SUR. Le taekwondo va reprendre la voie normale avec tous, anciens comme nouveaux. Nous allons aller pour la bonne marche taekwondo. Je vous remercie tous et que Dieu nous protège et bénisse notre sport. Merci. Et arrive enfin la traditionnelle page consacrée à l'expression libre demandée. Cette fois-ci, comment appelle-t-on les habitants de la Papouasie? À cet effet, retrouvons Léa Matitabissa et Jean-Luc Bourobou avec leurs nombreux interlocuteurs. Comment appelle-t-on les habitants de la Papouasie? Ce sont les Papouasiens. Bonjour. Comment appelle-t-on les habitants de la Papouasie? Ce sont les Papous. Comment appelle-t-on les habitants de la Papouasie? Comment appelle-t-on les habitants de la Papouasie? Comment appelle-t-on les habitants de la Papouasie? Appelle-t-on les habitants de la Papouasie? Comment appelle-t-on les habitants de la Papouasie? Moi, je connais pas, je connais pas. Je sais pas, madame. Ils sont appelés les Papouins ou encore les Papouasiens que l'on retrouve en Nouvelle-Guinée. Voilà, c'est sur ce que nous refermons ce regard de l'actualité réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.